Joaquin Garcia is professor in the Networks and Telecommunications Services Department at Télécom Sud Paris. Ce sont nos voisins à côté. And he's also adjunct research professor at Carleton University in Ottawa, in Canada. His research interests include a wide range of cybersecurity problems, with an emphasis on the management of formal policies, analysis of vulnerabilities, and enforcement of countermeasures. He holds a double PhD diploma in computer science and a research habilitation from Sorbonne University. He is actually involved in several research projects at national and European levels related to ICT security. He has served as general chair of conferences such as RAID and ATC. Maybe he will give us the details of these acronyms. And in the technical committee of conferences such as ESORIX and ASIA CCS, right? He has been the recipient of several awards of excellence in his career. His work has also been disseminated in terms of patents and digital transfers of proof of concept tools and science divulgation magazines. So, donc, je répète aussi le fait qu'on est très content de t'accueillir, Joachim. Aujourd'hui, tu vas nous parler de cybersecurity in the critical sectors. 10 years later, the floor is yours. Thank you in advance. Merci beaucoup, Maklouf. Je vais seulement contrôler le temps pour être sûr que je ne dépasse pas les 45 minutes. Donc, je vais essayer de vraiment tenir les 45 minutes. J'ai mis des choses ensemble. Tenez 20 minutes plus 5. Donc, je pense que ça doit donner ça, les 45 minutes. Et donc, avant de commencer, je voulais seulement vous donner plus ou moins l'agenda que j'ai préparé pour l'exposé. Et comme j'ai dit, je vais essayer de vraiment tenir dans les 45 minutes. Et je vais essayer de donner le contexte par rapport à mon exposé, donc les travaux de recherche que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui vont traiter surtout sur la partie sécurité cyberphysique, une chose qu'on a travaillé les dernières années, que c'est la sécurité feedback. Je vais essayer de vous expliquer bien introduire cette partie. Et je vais conclure avec la partie perspective de synthèse. Et par rapport à les contextes, je pense que c'est facile parce que je suis systémique et je pense que plus ou moins on partage ce type de problématiques. Donc, j'avais donné comme titre soit les secteurs critiques ou les secteurs verticaux dans lesquels on travaille pour la partie infrastructure critique. Et donc, je n'ai pas besoin vraiment de vous expliquer qu'est-ce qu'on a ici, mais normalement, on arrive pour dire qu'on s'intéresse à la santé, à l'industrie 4.0, à l'automobile connectée, aux drones, etc. Et donc, c'est ça que j'ai choisi comme contexte. J'ai trouvé que pour un exposé, un séminaire ici à Systémique, ça avait du sens et ça allait simplifier la tâche. Et après, donc, dans le résumé, j'ai ajouté cette période de 10 years. Donc, quand Maklouf et Patrice m'ont demandé de préparer le séminaire, je me suis dit qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais expliquer. Et je me suis rendu compte que ça fait plus ou moins une dizaine d'années que j'avais fait mon HDR. Et donc, c'est l'époque où je suis arrivé ici à Palaiseau. Donc, j'étais à l'époque, donc j'ai fait une thèse, j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et j'ai fait une thèse dans la thématique sécurité des systèmes d'information, donc SSI, à Télécom Bretagne. À l'époque, c'était NST Bretagne et après, ils ont changé le nom à l'IMT Atlantique. Et je me suis formé dans cette thématique de sécurité des systèmes d'information, la cybersécurité des systèmes d'information. J'ai suivi dans les années 2006 et j'ai fait un parcours à Ottawa, au Canada, où j'ai commencé à m'intéresser aussi à la partie plus ou moins physique des problématiques, pas seulement dans les systèmes d'information, mais la partie plus ou moins cyberphysique. Et je suis rentré en 2009 avec cette expérience grâce au programme Future Rupture de l'IMT. Et j'ai d'abord démarré en tant que chercheur à l'IMT Atlantique, donc là où j'avais fait ma thèse, à Rennes, dans cette thématique, donc à la fois cybersécurité, mais aussi des réseaux spontanés, réseaux capteurs, radioétiquettes, etc. Et après, j'ai candidaté pour un poste de BNDConf et après prof à notre école de l'IMT, donc c'était le Consul de Paris. Et donc, je suis arrivé en 2013 et j'ai soutenu mon HDR. Et j'ai changé plus ou moins la thématique. Donc, je me suis intéressé à cette problématique de sécurité d'infrastructures critiques. Et voilà, donc ça fait une dizaine d'années, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire une espèce de rétrospective pour voir qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années et comment est-ce que ça a évolué, les choses que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais promis et finalement qu'est-ce qu'on a fait dans cette période-là. Et ça fait partie de mes travaux de recherche, mais aussi de l'équipe où je suis le responsable à Télécom Sud Paris. Donc, c'est une équipe dans le laboratoire à Saint-Mavar. Donc, c'est l'évolution d'une équipe qui s'intéressait au réseau et à la sécurité. Et c'est une équipe qui maintenant s'appelle Sécurité et Confiance numérique.
Donc, j'ai mis ici un peu les mots-clés, les keywords, les choses qu'on fait dans l'équipe et aussi les personnes, parce que j'imagine que vous savez travailler soit avec moi, soit avec d'autres personnes dans l'équipe. Vous allez devoir des photos que vous reconnaissez les personnes et vous allez voir qu'on a plus ou moins les volets protection des données, protection des systèmes, protection des réseaux, les mots-clés vie privée, protection des infrastructures, cryptographie, protocole, etc. Donc, je ne vais pas donner tous les panoramas des choses qu'on fait, mais pour simplifier, j'ai ajouté les 3 piliers de la cybersécurité dans les 3 thématiques, et comme ça, vous avez une idée plus ou moins des choses qui nous intéressent dans l'équipe. D'un côté, on s'intéresse à la protection de données, systèmes, réseaux, etc. Oups. Donc, protection aux outils pour la protection de ces 3 autres thématiques, données, systèmes, réseaux, etc. On s'intéresse aussi à la défense, dans la partie surveillance, détecter de la malveillance et réagir. Et moi, je le vois ici, donc je vais continuer avec mon laptop. On va aussi à des thématiques dans la résilience. Et pour l'exposé d'aujourd'hui, j'essaie d'ajouter plus ou moins des choses que vous allez identifier dans les trois building blocks de la cybersécurité. Donc, je vais essayer de montrer des choses qu'on a fait dans le côté tatouage pour aller vers la réaction et assurer la résilience dans cette approche plus ou moins target defense. Okay, donc, ce sont les mots-clés des choses que vous allez, j'espère, identifier dans l'exposé. Et comme j'ai dit, j'ai essayé de préparer ça avec des choses, qu'est-ce que j'ai fait de ces dernières années, et j'arrive plus ou moins avec les promesses que j'avais fait quand j'ai soutenu mon HDR, de m'intéresser à la protection, à la sécurité des infrastructures critiques. Et donc, pour bien démarrer cette histoire, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'avais fait avant d'arriver à Palaiseau, et qu'est-ce que j'avais fait plus ou moins comme synthèse à la fin de mon séjour à l'Université Atlantique. Et j'ai récupéré cet article qu'on avait publié avec mes collègues Nora Coupens et Frédéric Coupens à la fin plus ou moins de mon postdoc à l'Université Atlantique, où on s'intéressait à comment est-ce qu'on peut bien administrer, comment est-ce qu'on peut bien gérer la sécurité dans les architectures de réseau. Et à cette époque-là, on s'intéressait surtout à la façon de voir la sécurité comme une espèce d'approche top-down dans laquelle on sait bien spécifier une politique de sécurité, on sait la déployer. Donc, déployer cette politique de sécurité, ça veut dire qu'on va bien configurer les systèmes par rapport à les spécifications de la politique. Surtout parce qu'on veut détecter la malveillance, on veut détecter les attaques, et avec ça, on veut déclencher des plans de réponse, plans de rémédiation, et mettre en place la réaction dans le système. Donc ça, c'est plus ou moins la façon qu'on j'avais travaillé avec mes collègues de l'Université Atlantique, la sécurité des systèmes d'information. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si vous regardez cet article qu'on avait publié l'année 2011, les choses qu'on a travaillé dans plusieurs projets, on a les déploiements techniques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de spécifier une politique de sécurité, on essaie de spécifier qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour détecter quand on fait une violation de la politique. On sait qu'on peut détecter de la malveillance. On essaie de raffiner ça avec des approches formelles pour bien configurer le système, et on met en application cette politique, ce raffinement de la politique dans les composants de sécurité, donc les pare-feux, des CDS, des proxy, VPN, etc. Donc ça, c'est le déploiement pour nous d'un point de vue formel de la politique. Et après, on sait qu'avec ça, on peut toujours mapper avec la surveillance d'un système et faire la mise à jour des politiques si on doit déployer un plan de rémédiation, si on doit mitiger les attaques. Ça veut dire probablement qu'on doit reconfigurer la politique de sécurité, reconfigurer le système, et avec ça, on peut redéployer toute l'architecture sécurité réseau pour mettre en place la réaction. Donc voilà les types de choses qu'on faisait à l'époque, avec quelques subtilités. Donc, comment est-ce que vraiment on fait l'activation, la désactivation de la réaction? Donc, on imagine que cette approche plus ou moins informelle, on a un système qui est en train de monitorer le système, qui est en train de déclencher des alertes, fait cette mapping avec la politique. Et ça, on peut le faire avec des paradigmes plus ou moins court terme, moyen terme ou long terme. Donc, on fait plus ou moins une différenciation par rapport au paradigme de la réaction. Si on fait de la rémédiation réflexe, on peut réagir à chaud. On a un IDS, on fait des règles que quand on détecte des choses très rapidement, on peut mettre en place une modification de ce système. Ou on peut imaginer des choses plutôt tactiques. Donc, on a des outils comme les graphes d'attaque qui vont nous donner plus ou moins une évolution du système, vont nous permettre d'anticiper qu'est-ce que l'attaquant fait. On peut les mapper avec les salaires, et ça va nous permettre de faire un redéploiement de la politique plutôt à court terme ou long terme si on fait plutôt de la stratégie. Donc, quelque chose, par exemple,
pour traiter des attaques vraiment long terme, et on peut faire des mises à jour de la politique pendant une longue période de temps. Pour faire ça, on a besoin de métriques. On a besoin d'avoir des métriques pour quantifier la vulnérabilité des systèmes, quantifier l'impact des attaques, quantifier aussi l'impact des contre-mesures. Donc, grosso modo, on a une façon formelle de raffiner à partir d'une politique les déploiements vers le système et les mappings avec les métriques. Donc, on avait appliqué cette idée, donc c'est quelque chose que, d'aujourd'hui, on le fait encore dans le système d'information. C'est quelque chose qu'on avait mis en place dans plusieurs projets. Dans le premier projet où j'avais travaillé cette thématique, c'était le projet RED, Reaction After Detection. C'était un projet celtique où on avait mis en place ce type de paradigme de réaction, de mettre la politique pour bien préparer, pour bien structurer un plan de remédiation. On l'a utilisé aussi dans ce projet, un projet de l'époque FP7. Donc, c'était un projet plutôt avec les télécoms, avec un opérateur télécom, dans lequel on faisait la détection des menaces, détection des malveillances, et après on mettait en place les contre-mesures, les plans de réaction par rapport à la malveillance qu'on détectait. Des projets plutôt vers les politiques ou vers les formalismes, des projets plus liés à la partie contre-mesures, ou des projets où on avait vraiment des données massives et on récupérait plein de données. Et on mettait en place cette approche, cette chaîne vers la remédiation à partir des alertes. Et voilà, j'arrive plus ou moins l'année 2012-2013, quand j'arrive au plateau, et on commence ce projet, un projet qui s'appelle Panoptosec. L'un des objectifs, c'était mettre en place cette idée, cette chaîne de réaction à partir de la détection et la mise en place des politiques de remédiation, dans un contexte plutôt infrastructure critique. Donc là, l'infrastructure critique, c'était un distributeur d'énergie. On avait en Italie un partenaire du projet qui faisait la distribution d'énergie à Rome et au Vatican. Et l'idée, c'était de prévenir des attaques, de préparer la remédiation aux attaques contre les systèmes comme un contrôle SCADA. Les use cases, c'était vraiment cette notion de SCADA. Et on essayait de mettre en place cette approche. Cette approche, on a déjà un système, on a la politique, on sait spécifier la politique, la redéployer dans le système, et essayer de préparer les mises à jour des systèmes par rapport à la malveillance qu'on détecte dans ce contexte. Okay, donc, quand on dit SCADA, on parle de ce type de protocole. Donc, on parle de SCADA, on parle plutôt des techniques, des technologies ou des protocoles pour monitorer à distance des infrastructures type distribution d'énergie ou chaîne de montage dans l'industrie, des smart cities, plus souvent des types de scénarios que vous connaissez bien à Systemix. Et donc, c'est là où on a commencé à s'intéresser à ce contexte vraiment des secteurs verticaux dans l'infrastructure critique et voir comment est-ce que notre approche politique, redéploiement, raffinement des politiques s'adaptait bien à ce système. Donc, la problématique, c'est exactement ça. On a un système où on a de la malveillance qui essaie de déborder. Donc, on arrive dans la partie corporate des réseaux qui déborde vers la partie SCADA, parce qu'on a des équipements qui ne sont pas bien patchés, parce qu'on a des équipements anciens, on a des protocoles peut-être pas protégés avec la crypto. Bref, on imagine des scénarios un peu à la Stuxnet, comme ce scénario où n'importe comment est-ce que la menace arrive, mais d'abord, il commence à perturber la partie comment on contrôle SCADA des systèmes. Les objectifs, c'était améliorer nos connaissances, nos compétences dans ce type de système et surtout mettre en place plus ou moins avec des maquettes, avec des modèles, banques de tests pour expérimenter cette partie défaillance, malveillance et mitigation des attaques dans les scénarios du projet que c'était la distribution d'énergie. Qu'est-ce qu'on avait comme plus ou moins maquette pour tester nos outils? Donc, on a obtenu par rapport aux partenaires du projet, donc on avait 7 partenaires HEA qui étaient les stakeholders de cette use case, qui, avec les ingénieurs, nous ont préparé une espèce de scénario qui virtualisait toute la partie distribution d'énergie, high voltage, medium voltage du système dans un simulateur qu'on pourrait traiter comme vous voulez. On pouvait injecter la malveillance, on pouvait aussi injecter les contre-mesures, tester, quantifier et mettre en place notre approche qui sont informelles de raffinement des politiques pour préparer les remediation actions. On avait Mohamed avec nous à cette époque-là, où il avait travaillé et testé avec nous ce type de scénario. Et
Surprise, surprise, quand on arrive à l'évaluation de la première année, on a comme retour des experts du projet qu'on avait loupé des choses importantes. On a travaillé toute la période 2013-2014 dans ce projet, avec ce scénario, avec une infrastructure vraiment importante dans laquelle on a virtualisé et on a commencé à travailler tous les scénarios, mais on a eu comme résultat qu'on avait oublié toutes les menaces. On n'avait pas traité, on n'avait pas vraiment bien travaillé dedans, toutes les menaces qui font partie de la partie capteur et actionnaire du système. Donc, on a bien travaillé toute la partie, on va dire, couche cyber, mais qu'est-ce qui se passe avec la couche physique? Qu'est-ce qui se passe avec cette mapping entre couche physique, couche cyber, et surtout, comment est-ce qu'on va vérifier que les contrôle loop du système, ce système de rédaction, il est bien protégé et on les considère dans notre approche politique, si on doit redéployer, si on doit ajouter des patchs, etc. Comment est-ce qu'on peut vraiment assurer qu'à la fin du projet, on a bien traité cette problématique et que les résultats vont traiter toute la partie vérification de la rétroaction du système. Donc, c'est la première année. Vous savez aussi, j'imagine comme moi, l'habitude de s'adapter aux besoins des projets et essayer de faire la révision. Et très rapidement, on s'est dit, OK, cette partie, on la contrôle bien. Donc, toute la partie corporate, on a la malveillance. On déborde vers l'escada, on l'a bien contrôlé. Les résultats ont été vraiment précis. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit ajouter dans les politiques et cette approche formelle qu'on avait l'habitude de travailler, toute la partie physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit traiter vraiment de la couche physique? Et pourquoi ils nous demandent de traiter la couche physique si c'est un projet plutôt cybersécurité et la partie cyber, on l'a déjà bien traité. Donc, on a commencé à regarder, on a commencé à réfléchir, on a démarré aussi une thèse dans l'époque où on essayait de traiter la partie système, la partie en machine était déjà bien contrôlée. Mais OK, on commence à aller un peu plus en bas et commencer à regarder les automates, toute la partie PLC et surtout les actionnaires et les capteurs, que c'est vrai, on ne savait pas traiter parce qu'on donnait ça comme out of scope du projet. On comprenait que ce n'était pas nécessaire. Mais très clairement, ils nous ont demandé comment est-ce qu'on va assurer la sécurité intrinsèque des données entrée et sortie du système, comment est-ce qu'on peut vraiment bien contrôler toute la partie actionnaire et capteur. Et donc voilà, on commence à s'adapter, on a commencé à regarder qu'est-ce que ça veut dire exactement ça de sécurité cyberphysique et quelle est la différence. Vraiment, question fondamentale, c'est quoi un système cyberphysique? Parce que pour nous, on avait déjà traité ça comme un système complexe, cyberphysique, etc. Et quelle est la différence d'un point de vue gestion de la sécurité, comme on l'avait prévu dans l'approche initiale, que d'abord nous avait donné des résultats très attractifs et très intéressants dans tous les autres projets qu'on avait traités. Donc on a commencé à regarder cette thématique. J'ai commencé à m'intéresser à bien regarder avec l'équipe cette thématique et on connaissait déjà toute la partie théorie des contrôles, on avait déjà fait les traitements de signaux et des choses dans le diplôme d'ingénieur. Donc, qu'est-ce que c'est exactement l'ingrédient? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue cybersécurité? Les choses vraiment qu'on doit regarder et qu'est-ce que c'est sécurité intrinsèque des données qu'on a oublié et qu'on va traiter. Donc, on a commencé à réfléchir et à ajouter toute cette partie. Donc, d'abord, c'est quoi exactement la partie contrôle? Pourquoi c'est important de bien regarder la partie contrôle dans les attaques qu'on essaie d'ajouter et de tester dans nos systèmes. Et surtout, comment est-ce que cette approche par rapport à la rétroaction du système, on peut imaginer des modèles d'adversaires, on peut imaginer des adversaires, des attaquants, qui vont vraiment faire des attaques, qui s'échappent à nos systèmes de surveillance et à notre réaction, qui pourraient vraiment perturber le système. Et aussi, donc, on a déjà dans la thématique de la cybersécurité et de la détection de l'intrusion un lien très fort avec la théorie des contrôles. On utilise déjà cette théorie des contrôles. Mais quel est le lien entre cette control loop ou ce système de contrôle qu'on a ici et qu'est-ce que ça apporte le fait que maintenant les messages des capteurs et des actionnaires ne vont pas arriver directement avec un bus série, mais ils vont nous arriver peut-être avec un protocole TCP ou avec des trames UDP ou directement par Ethernet. Qu'est-ce que ça pourrait ajouter comme complexité d'un point de vue détection et réaction dans cette type de thématique. Et donc, on était en 2015, on a commencé à regarder cette taxonomie des attaques et toute la partie, on va dire, dans cette taxonomie qu'on a trouvée, c'est un article qui vient plutôt de la communauté automatique, des automaticiens qui regardent aussi la cybersécurité, qui ne s'intéressent pas forcément à la confidentialité des données, parce qu'on considère que dans cette approche infrastructure critique ou distribution d'énergie, la partie à bien protéger, ce n'est pas vraiment les attaques de type eavesdropping des données confidentielles,
mais plutôt la partie qui intéresse, cette dimension intégrité, disponibilité. Ce sont des attaques qui vont perturber vraiment la disponibilité d'un système, des actionnaires, des capteurs, l'intégrité des messages, et aussi des attaquants qui ne connaissent pas seulement la couche cyber et la couche plus ou moins liée avec les systèmes et les réseaux, mais qui arrivent à monter dans la connaissance des systèmes et qui arrivent à obtenir une connaissance complète de la dynamique du système. Donc, on imagine que c'est seulement la partie opérateur, les personnes derrière les SOC centers qui vont contrôler cette partie qui s'intéresse à la dynamique du système. Mais on apprend qu'il y a plusieurs attaques, donc des attaques qui vont aller vraiment dans cette partie en bas, dans la partie confidentialité, intégrité, disponibilité traditionnelle de la cybersécurité. Mais ils vont s'intéresser aussi à monter et apprendre la partie dynamique du système pour tromper et essayer de manipuler et nous perturber, surtout par rapport à la partie contrôle du système. Donc, comment est-ce qu'on peut passer de cette partie en bas, attaque à l'intégrité et disponibilité, vers la dynamique du système? Donc, on regarde une attaque classique dans ce type d'article en automatique. On imagine des attaques par le jeu, donc le replay attaque typique dans la cybersécurité, mais monté à la façon de vérifier les contrôles loop d'un système. Et on voit typiquement les capteurs sont en train de monitorer, de prendre des mesures du système. Ils essaient de modifier et changer ce type de mesures qui sont obtenues. Et finalement, ils arrivent à vraiment découper et faire une espèce de contrôle loop dans les contrôle loop. Donc, ils essaient vraiment de faire un système dans le système, seulement pour la partie attaque. Et c'est ce type d'attaque qui nous intéresse. Ce type d'attaque est dans la façon comme on avait prévu et on avait travaillé au début du projet. On n'avait pas vraiment à traiter et on pouvait avoir des soucis. Grosso modo, des attaquants qui arrivent à nous tromper et faire passer des attaques par la défaillance des systèmes ou des erreurs, des fautes. Et le système va mettre en place des contre-mesures plutôt pour les défaillances et pas pour les attaques. Et donc, c'est ce type d'attaques qui nous intéresse, qui vont avoir une espèce de jeu avec la partie défense des systèmes. Donc, on essaie de trouver vraiment de la malveillance où il y a la même connaissance des systèmes par rapport à la partie design du système. La personne qui a fait la conception des systèmes va avoir plus souvent les mêmes types d'infos qu'un attaquant qui essaie de contrôler. Et vers les types d'attaques qu'on a trouvés dans la littérature des attaques cyberphysiques, qui s'intéressent aux cover attaques. Donc, une attaque où on peut imaginer quelqu'un qui a une maîtrise complète par rapport à toutes les dimensions des attaques, donc, qui peut perturber la confidentialité, qui peut perturber l'intégrité, la disponibilité, et surtout qui connaît la dynamique du système pour s'échapper à la détection et à la mise en place de la réaction. On sait déjà, au moins dans la partie cybersécurité, on sait déjà comment est-ce qu'on peut modéliser pour faire la détection des anomalies. Donc, grosso modo, on a commencé à travailler avec José Rubio, qui avait démarré sa thèse avec nous à Téléconsult Paris à cette époque-là, avec Luca De Chico, qui était plutôt un expert contrôle et un expert traitement de signaux. Et on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait plus ou moins adapter la façon de détecter des attaques dans la couche cyber, donc des attaques cyber, avec une approche par détection d'anomalies. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'approche de détection d'anomalies? On modélise, on fait des profils d'un système, des profils d'un logiciel, les profils des réseaux de données. On fait qu'est-ce que c'est le comportement normal d'un système. Et on essaie seulement de trouver si on dépasse, si on a une déviation par rapport à un comportement normal dans le système. Et de cette façon, dans la couche cyber, on peut trouver que s'il y a une déviation qui dépasse un seuil dans les modèles, on peut dire qu'on a clairement une attaque dans la couche cyber. Et on essaie de faire la même chose, mais dans la couche physique. On essaie de faire les liens entre la couche cyber et la couche physique. Et c'est ça, donc ça c'est l'un des premiers travaux qu'on a fait l'année 2016. Mais on a continué à travailler ça. Et vous allez trouver plus souvent l'évolution de ce type de travail dans les follow-up qu'on a fait depuis 2016. Donc, je vais essayer de vous expliquer très rapidement, sans rentrer dans tous les détails. Mais on essaie de faire plus souvent le même parallélisme qu'on avait fait ici, dans la partie physique. Donc, de la même façon qu'on peut modéliser et faire une approche par analyse statistique des déviations par rapport au comportement normal dans la partie cyber. Donc ici, on essaie de voir si on a un système qu'on modélise plus ou moins avec des matrices d'un modèle, par exemple, linéaire qui va être invariant dans le temps, donc un modèle qui va
arriver à une stabilité, et une fois il arrive à la stabilité, il arrive à plus ou moins à rester de façon normale. Comment est-ce que quelqu'un pourrait modifier les infos qui sont obtenus par les capteurs? Et comment est-ce qu'on pourrait ajouter des défis? Comment est-ce que nous-mêmes, on pourrait ajouter les anomalies dans le système pour détecter s'il y a quelqu'un dans le système qui essaie de tromper et à vraiment découper les boucles et essayer de le tromper. Donc, on a essayé de travailler cette approche défi-réponse. Donc, c'est les contrôleurs ou la partie défense qui ajoute les défis. Donc, les défis, c'est un bruit. On a fait des tatouages, on a pris des modèles de tatouages qui existaient déjà dans la littérature. Et on a ajouté cette approche aléatoire qui devient une espèce de défi. Les contrôleurs qui maîtrisent vraiment bien le système, quand ils veulent, de façon aléatoire, ils ajoutent des défis dans le système. Et on essaie de voir si le système, par rapport à la réponse qu'on obtient avec les capteurs, a détecté ou pas ce défi, il a bien répondu, il a bien traité. Et ça, on les voit quand on va faire la corrélation entre les défis et la réponse qu'on obtient du système. Donc, ce n'est pas parfait. On doit définir un seuil, mais on sait que, grosso modo, de façon périodique, on fait ça plusieurs fois. Et un jour à un autre, on doit détecter qu'il y a des choses qui ne sont pas bien corrélées. Et donc, c'est ça qu'on a commencé à faire dans cette thématique. Donc, c'était la thèse de José et le postdoc de Luca. Et on a commencé à travailler cette thématique d'utilisation des tatouages pour la détection des cyberattaques. Okay? Donc, c'était notre façon à faire la réponse à la sécurité intrinsèque des données par rapport aux capteurs et les actionnaires. Et comment est-ce qu'on pouvait faire ce lien pour déclencher de la réaction dans le système. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on avait promis faire des tests avec des systèmes, avec des banques de tests et des systèmes qu'on pouvait contrôler nous-mêmes. Donc, on a fait des choses avec vous. On a fait des choses, par exemple, ça c'était un projet qu'on avait fait avec SystemX. On avait ça dans la plateforme Chess, où il y avait des capteurs, des actionnaires qui étaient dans la partie Lego qu'on avait développée en collaboration INT Télécom Paris avec SystemX. Donc, comment est-ce qu'on pouvait imaginer une interface en machine? On pouvait imaginer les infos qu'on obtenait avec les capteurs et avec les actionnaires. Et après, on essayait d'ajouter la malveillance et on ajoutait aussi la partie plus ou moins tatouage pour détecter les choses. Donc, on a fait plusieurs maquettes. Donc, ça, c'était la maquette qu'on avait fait avec SystemX, avec la plateforme Chess. C'est notre maquette qu'on avait fait avec un étudiant de l'ANSSI qui était chez nous à Télécom Sud Paris. Et la partie qui nous intéressait, c'était cette espèce de différence à la corrélation, c'est qu'on voit dans l'interface en machine. Donc, on a un opérateur dans un SOC center où il va voir des choses dans une espèce d'interface graphique, mais après qui ne correspond pas à la logique des mouvements des composants du système. Et vraiment, ce qui nous intéressait ici, c'était vraiment toute la partie trafic. Comment est-ce que les points d'entrée pour l'attaquant, c'est vraiment modifier des trames UDP ou de modifier des trames TCP. Et comment est-ce que les modifications dans les réponses aux requêtes pouvaient modifier de façon que, par exemple, ici, dans ce scénario, on imagine que l'angle d'inclination du pont par rapport à ce qu'on voit dans l'interface, il n'est pas bien corrélé et quelqu'un est en train de petit à petit modifier les messages, modifier les échanges qu'il fait avec le système, de façon qu'on a perdu, on a été complètement déconnecté de la logique du système. On a fait une maquette où ça c'est mon collègue Mohamed qui doit rappeler de cette maquette avec les trains qu'on avait fait, où on essayait aussi de reprendre plus ou moins l'idée des boucles avec des trains. On avait la même chose, un train qui essayait d'attaquer un autre train et vraiment de forcer une collision. Ou cette autre maquette, que c'est la qu'on a utilisée dans les papiers où je vous ai montré, ou les scénarios. La même chose, dans la plupart des scénarios, vraiment, tout le temps l'idée c'est de voir qu'on a besoin des composants qui essaient de forcer une attaque physique par rapport à la modification des trames de CPIP. Par exemple, l'attaque, clairement, c'est tout le temps une collision physique. Mais ici, on voit qu'on utilise par exemple cette approche de tatouage pour même si l'attaque il arrive à se produire, on arrive à collecter des données. Donc ça, c'est plus ou moins le type de scénario qu'on avait travaillé avec des protocoles SCADA, on avait travaillé avec Modbus, avec DLP3. Et à la fin, on obtient ce type de choses. Ce qui m'intéresse, c'est pas parfait. Comme je vous ai dit, ce n'est pas des choses qu'on arrive à toujours détecter. Surtout dans les premiers travaux, on voit que
on a pas mal de faux positifs et de faux négatifs, donc c'est pas parfait. On sait que la détection, on va rater des choses, on va rater des attaques, ou on peut se tromper et on peut déclencher des alertes pour des défaillances que c'est pas vraiment des attaques. Mais bon, on a amélioré, donc ça c'est 2016. On a continué à travailler. Et je vous mets seulement les premiers papiers qu'on avait fait à cette époque-là. Et si on regarde les derniers papiers qu'on a en 2023, on a essayé de réduire au maximum possible les faux positifs et d'améliorer surtout les faux négatifs. Mais c'est une façon de traiter cette idée de sécurité intrinsèque des données captées réactionnelles. Okay. Ça peut nous donner quelque chose. On sait détecter la malveillance, on sait détecter des anomalies dans la couche cyber et maintenant dans la couche physique. Et on a, c'est pas gratuit. Clairement, on est en train d'injecter des bruits, on est en train de perturber le système, et on essaie vraiment de trouver cet équilibre. Comment est-ce qu'on est en train de perturber les systèmes pour détecter des attaques? Parce qu'on imagine que les attaques, à la fin, on sait les quantifier, et si l'impact des attaques c'est plus élevé que l'impact des perturbations dans le système, au moins, si on imagine ce type de système de détection, on peut faire quelque chose. Okay. Donc la partie détection, elle est traitée. On sait détecter. On peut mettre en place la réaction de la même façon que je vous expliquais au début. Donc voilà, cette approche formelle avec des politiques. Dans les politiques, on peut reconfigurer le système. On peut changer la config de tous les composants en sécurité, pare-feu, IDS, actionnaire, capteur, etc. Ou on peut faire une autre chose. On peut tester et essayer de faire le lien avec la partie plutôt technique de la cyber-résilience. Et on a commencé à s'intéresser à la partie Moving Target Defense. Donc ça, Romain, j'imagine qu'aussi il va voir des idées qu'on avait discutées plusieurs fois avec des collègues ici à Systemix. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on doit attendre à faire monter une alerte pour détecter les attaques, mais c'est clairement quelque chose qu'on pourrait combiner. Donc, on peut avoir les deux approches. On peut avoir cette approche détecter et réagir par rapport à des attaques. On sait les points faibles. Le point faible, c'est que les faux positifs et les faux négatifs ne sont pas parfaits, donc on peut se tromper. Et donc, on peut combiner ça avec cette approche. Donc, c'est des choses qui viennent plutôt dans la partie cyber-résilience. C'est vraiment ce paradigme dans lequel on peut imaginer le même système. Donc, de la même façon qu'on a des matrices pour quantifier et définir comment est-ce que les systèmes, les actionnaires et les contrôleurs vont se comporter, on peut imaginer qu'il y a un mapping entre cette partie plus ou moins conceptuelle de séparation du système avec la partie réseau, avec les configurations des adresses IP, des tables de routage, etc. Et on peut ajouter un approche switching dans lequel on fait des modifications aléatoires avec les mappings. Donc, la façon comme le système est configuré, ce n'est pas parce qu'on a une alerte qui nous demande de reconfigurer et changer toute la configuration du système. On peut faire ça de façon périodique. On va faire ça de façon périodique. Donc aussi, dans l'approche de VD Control, on a des façons de faire ça avec des fonctions de switch. Et on peut s'assurer que de façon périodique, on fait des modifications dans le système. Encore une fois, ce n'est pas parfait, ce n'est pas gratuit. Ça va perturber le système, ça va ajouter du bruit. Mais on peut quantifier l'impact de faire ça. Et on peut comparer, encore une fois, si on gagne quelque chose par rapport à rien faire et pas traiter les attaques. Donc, on a démarré aussi une thèse. Donc, ça, c'était l'année 2019, 2018, à la fin de la thèse de RFOC. Et ce sont des travaux qu'on vient de finir. Donc, ce sont des résultats qu'on est en train de publier maintenant. Mais on a mis en place ce lien entre la partie détection et réaction, de ce paradigme de détecter et réagir, avec l'approche Moving Target Defense par rapport à travailler, par rapport à notre approche métrique pour quantifier l'impact. Comment est-ce qu'on peut absorber les attaques? Comment est-ce qu'on peut quantifier la période où on est sous attaque avec cette partie cybersécurité, soit dans la couche cyber ou dans la couche physique. Et ce sont des choses qu'on a fait. Et donc ça, comme je dis, ce sont des perspectives. Donc j'arrive plus ou moins à cette partie finale où j'essaie de donner des perspectives et les choses qu'on est en train de faire à date d'aujourd'hui. Pour voir si ça nous donne des synergies. Et on a déjà des synergies. On travaille ça par exemple avec Romain dans un projet exploratoire avec Systemix, mais ça peut donner des synergies et des idées par rapport à trois choses qu'on est en train de travailler à ce moment-là et que je trouve que c'est intéressant. Donc, la première chose, c'est très clairement, dans les projets par PMC, qu'on avait déjà travaillé avec un configurateur, mais on met des choses à la mode et c'est les jumeaux numériques. Encore une fois, Romain, jumeaux numériques, c'est des choses qu'on voulait faire avec toi dans une thèse.
On ne l'a pas fait, mais on a continué à travailler. J'espère travailler aussi avec des collègues ici à Systemix parce que quelle est la différence entre un co-simulateur et un jumeau numérique? Ça dépend, la définition des jumeaux numériques. Et on avait déjà cette expérience d'avoir un système dans lequel on peut tout contrôler, on peut tout modifier, on peut jouer les attaques, on peut jouer les consommations, etc. Mais bon, les industriels qui travaillent avec nous parlent beaucoup des jumeaux numériques et donc on a commencé à s'intéresser à cette thématique des jumeaux numériques. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on est des académiques, donc la première chose qu'on essaie de faire, c'est de parler et de faire des séminaires par rapport à des travaux d'autres personnes. Donc, ça, par exemple, c'est un séminaire que j'ai fait il y a quelques semaines où on a commencé à réfléchir la problématique des jumeaux numériques, par exemple, pour les 5G. Donc, c'est un séminaire, donc ici, par exemple, on parlait beaucoup des jumeaux numériques, donc on découvre qu'on peut parler des choses vraiment visuelles pour avoir vraiment des modèles graphiques, des modèles qui sont bien en communication entre des objets physiques, des objets virtuels, pour vraiment avoir cet aspect plus ou moins synchronisation entre les vrais systèmes et les systèmes virtualisés. Un vrai système qui existe ou n'existait pas avant la construction des systèmes virtuels, donc on a toutes les possibilités quand on va faire ce type de choses. Nous, on s'intéressait à la problématique des jumeaux numériques avec les 5G. Mais on a aussi travaillé, donc ça, des choses qu'on avait fait avec Mariana, qui travaillait les moving targets. Et on a essayé de faire le mapping entre les moving targets, donc cette façon de modifier le système et les faire évoluer par rapport à déclencher la réaction. Et on a essayé de faire un premier article où on s'intéressait à comprendre comment est-ce qu'on peut faire la partie design, la partie modeling et la partie implémentation des jumeaux numériques par et pour la cybersécurité pour traiter les types de thématiques qui nous intéressent. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, Recebrado, encore une fois, Roman, tu connais bien cette partie. Donc ça, c'est une chose qu'on avait démarré avec Mariana. On n'a pas fini, et donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse à continuer. Et ça pourrait nous aider à mettre en place cette approche tatouage, détection des attaques, avec les moving targets, un système physique qu'on a bien modélisé, qu'on a un système où on a vraiment cette communication de virtuel vers l'objet physique, de physique vers l'objet virtuel, et savoir exactement quelle est l'implication, quel est l'impact des modifications qu'on fait dans le système, soit parce qu'on se trompe, soit parce qu'on les fait modifier de façon périodique. Donc ça, c'est une possibilité. Ici, j'ai mis les liens où Mariana fait un exposé par rapport à la partie jumeau numérique pour cette maquette de Resguardo qu'elle avait travaillé, où on voulait mettre en place la partie monétaire. Et aussi, dans un projet plutôt 5G, donc ça c'est les liens, je vous ai montré il y a quelques minutes, où on essaie par exemple de modéliser avec des jumeaux numériques des propriétés d'un système 5G, par exemple la partie slicing, on essaie de faire des jumeaux numériques de slice, et essayer de voir là-bas comment est-ce qu'on peut quantifier aussi les attaques, les modifications des attaques, toute cette chaîne de détection et réaction des attaques avec un jumeau numérique où on pourrait jouer et faire des choses. On n'a pas vraiment les résultats, la seule chose que je vais vous donner, c'est cet article que je vais vous montrer, et des petites choses qu'on a commencé à faire, donc côté MATLAB, simulation, ou côté plus ou moins matériel, avec les étudiants de Téléconsult Paris, avec des plateformes d'Eclipse, pour essayer de mettre en place notre approche moving target plus tatouage, avec les scénarios qu'on a travaillé. Donc ça, c'est une première idée. Donc ça, la première chose, première perspective qu'on a en cours, des choses qu'on continue à faire. Donc si vous avez plus de curiosité à regarder ça, et le papier est en ligne, vous pouvez le regarder. Ça, c'est un autre lien avec un projet où on essaie de mettre en place aussi des choses que je vous ai montré avec cette approche Moving Target et détection. Donc c'est un projet qui s'intéresse plutôt à la partie ville intelligente, donc toute la partie Smart Cities. Donc l'infrastructure critique ici, c'était la ville intelligente. Et ici, on s'est posé comme question, comment est-ce que l'introduction de la cybersécurité pourrait perturber la partie process, la partie opérationnelle du système, et quel type de problématiques éthiques, vie privée, etc., ça pourrait mettre si on fait ce type d'approche de détecter, réagir, mettre en place des moving targets, etc. Donc, la même chose, c'est un projet, donc je ne peux pas vous donner les résultats, mais les choses que je vous ai parlé, plus ou moins, il y a des liens avec les résultats qu'on a mis dans ce projet. Donc nous, on a travaillé ici surtout à l'automatisation de la gestion de la cybersécurité avec des graphes d'attaque. Bon, c'est les graphes d'attaque qui nous permettent d'anticiper et préparer les plans de réaction, de remédiation, avec cette approche aussi moving target par rapport à une ville intelligente. Comment est-ce que ça pourrait perturber la vie privée ou les processus d'un point de vue éthique de la partie opérationnelle de la ville.
Et la bonne chose que je peux vous dire ici, donc le projet il est fini, mais tous les résultats sont en ligne. Et la même chose, j'étais en charge de traiter toute la partie Practitioner's Guides, donc tous les résultats du projet. On les a mis, c'est pas seulement des documents, on a mis aussi des vidéos, des résultats multimédia, des webinaires, des choses qu'on a fait avec les 3 volets. Donc, la cybersécurité peut donner une perturbation à l'éthique, à la vie privée, etc. Et ça peut perturber aussi la partie opérationnelle. Et les résultats et les choses qu'on a fait dans ce projet sont en ligne. Et encore une fois, ce sont des choses qui sont bien inspirées avec toute l'histoire que je vous expliquais il y a quelques minutes. Et la troisième chose qui m'intéresse, c'est que j'essaie de travailler. J'essaie aussi de voir s'il y a System X, c'est des choses qui vous intéressent parce que on a parlé déjà avec des collègues, mais on n'arrive jamais à trouver les liens avec ça. C'est la partie quantique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on travaille depuis des années. Et de la même façon qu'on a cette image traditionnelle où on imagine qu'on peut avoir des adversaires plus puissants, moins puissants, des adversaires qui comprennent plus, qui comprennent moins, etc. Ici, on a fait les parallélismes, quelques articles que vous pouvez trouver, que j'ai travaillé avec mon collègue Michel Barbeau, qui travaille avec moi. C'est surtout lui qui s'intéresse à cette thématique. Et j'ai essayé d'apprendre des choses, de faire des choses avec lui. Donc ici, on essaye de faire les parallélismes. De la même façon que dans la partie protection des données, on imagine que les quantiques, c'est une menace et on peut imaginer toute la partie cryptographie post-quantique. Ici, on a travaillé aussi pour parler comment est-ce que les quantiques peuvent affecter aussi la partie défense. Est-ce qu'on a une espèce de cyberdéfense post-quantique par rapport à des adversaires? C'est clair que si on a des adversaires, donc ici, la partie en rouge, c'est des adversaires qui ont plus puissance. Donc, on peut imaginer des adversaires qui ont des ressources quantiques pour, par exemple, casser des clés cryptographiques. Et si on imagine une partie de défense où on n'a pas les mêmes ressources, clairement, on n'est pas dans le bon équilibre. Et ça veut dire qu'on peut imaginer des adversaires qui vont augmenter la puissance dans la partie quantique. Et donc, la partie défense, cette partie détection, réaction, moving target, etc., on devait traiter aussi la partie quantique pour imaginer qu'est-ce qu'on doit avoir comme ressources d'un point de vue vraiment quantique pour faire face à ce type de menaces qui vont arriver avec les quantiques. Donc, ce sont quelques idées, quelque chose qu'on a travaillé. On s'est intéressé aussi dans ce type de problématique aussi, comment est-ce que d'un point de vue opérationnel, ça pourrait aussi perturber un scénario type Smart City, ou comment est-ce que ça pourrait perturber la vie privée, les choses éthiques des citoyens, etc. Donc, je n'ai pas vraiment la même chose, ce n'est pas le résultat, mais je voulais seulement faire le lien et dire que si ça vous intéresse, ce sont des choses qu'on fait en lien avec cette évolution des dernières périodes de 2013 à 2023, des problématiques que j'ai traitées, soit moi personnellement ou des personnes dans l'équipe qui s'intéressent à ce type de problématiques. Et avec ça, j'avais promis de ne pas dépasser les 45, donc c'est plus ou moins les... Ça me laisse 2 ou 3 minutes pour la partie conclusion. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire comme conclusion par rapport à cette problématique? Donc, bon, c'était plus ambitieux que ce que j'avais prévu quand j'ai dit que je vais travailler après la HDR dans la partie sécurité des infrastructures critiques. C'est plus challenging et plus ambitieux que j'avais pensé, mais c'est vraiment un sujet multidisciplinaire très intéressant. Il y a plein de défis en jeu parce qu'on essaie de combiner cette histoire de sécurité physique, sécurité cyber, faire les liens entre les deux choses. On pensait que seulement avec la partie gestion de la sécurité informatique, c'est quelque chose qui déjà va nous donner tous les éléments pour traiter les risques. Et pas vraiment. Donc, ce n'est pas toujours des choses qui vont nous aider à résoudre complètement les problèmes. Il y a des choses vraiment qui font la différence entre la partie opérationnelle et la partie informatique avec IT, OT, etc. qui c'est pas facile à traiter, facile à résoudre. Mais bon, mon approche, c'est que ça aide toutes les choses qu'on avait faites. Donc, cette approche où j'ai démarré de façon très naïve l'année 2013 avec cette approche politique, on traduit les politiques, on les déploie dans les systèmes, on configure les systèmes, etc. C'est quelque chose qui est encore valable. Donc, ça va nous aider à au moins à déjà aborder les problèmes et avoir déjà des outils pour faire la gestion des risques, faire une évaluation de l'impact de notre contre-mesure, de la partie attaque, et surtout si on peut expérimenter, formaliser, mettre ça en place avec des banques de tests comme vous faites ici à Systemic. Donc, c'est quelque chose qui ça nous permet de travailler à base de modèles pour les attaques, pour les contre-mesures, pour les politiques, etc. Donc, c'est quelque chose de tout à fait valable qui va vraiment nous aider. Et nous, ce qu'on a fait vraiment dans ces périodes de 2013-2023, ça a été vraiment focalisé dans ce lien entre la partie cyber et la partie physique. Bon, je vous ai montré plus ou moins ce qu'on a fait avec la partie théorie des contrôles, avec les tatouages et aussi avec les moving targets. Ce sont des choses qui nous intéressent, qui continuent à donner des résultats et on continue à publier et à travailler sur cette thématique. Et les paradigmes à venir, plus ou moins des choses que je vous ai montré qui nous intéressent. J'espère pouvoir retrouver un lien avec vous à travailler. C'est partie des jumeaux numériques
que je trouve très intéressant, et les liens avec les quantiques, que je trouve aussi c'est très intéressant. Et voilà, donc avec ça, plus ou moins, j'ai fait 43 minutes, 43, 44. Donc, j'ai mis ici les publications qui font le lien avec les séminaires, et je suis disponible pour répondre à des questions. Merci beaucoup, Jacques. Je m'approche du coup pour du micro. Merci infiniment pour ta présentation très riche et je peux te rassurer que l'ensemble des sujets, que ça colle parfaitement à l'ensemble des actions de recherche, en tout cas de la feuille de route de l'Institut. Donc, sur ça, tu peux en être sûr. Peut-être place aux questions. Je m'approche du micro. Si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à activer vos micros et à poser vos questions. Et en salle, vous êtes également les bienvenus. Y a-t-il des questions en ligne, on va dire? Si on peut les faire pendant la pause café. Ils sont timides. Faisal? Ouais. Sur les analyses statistiques ou les modèles de l'application en général, c'est quel type de données auxquelles on passe? Par exemple, sur les stades, il y avait un système linéaire, les Y, les X, les Y. Est-ce que vous pouvez donner des exemples un peu du quotidien, enfin, dans vos projets, ça correspond à ça? Donc ça, par exemple, je pouvais vous montrer ça avec les types de maquettes qu'on a ici. Par exemple, ici, si on regarde cet scénario, ici, donc qu'est-ce qu'on récupère? Quelles sont les mesures? On va regarder la distance, par exemple, vers le mur. Donc ici, on a des voitures qui sont pilotées par un contrôleur. Et les voitures, on peut les imaginer comme des objets un peu stupides qui ne comprennent rien. Donc ils vont mesurer la distance vers le mur. Ils vont prendre cette mesure, ils vont l'envoyer à un contrôleur, ils vont dire à un contrôleur qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois accélérer? Est-ce que je dois décélérer? Est-ce que je dois m'arrêter? Je dois tourner à gauche, à droite? Et donc l'idée, c'est les voitures sont en train de mesurer sa distance, accélération, des petites mesures de ce type-là. Et ils vont donner à ce contrôleur, qu'on imagine que c'est les composants intelligents, qui va dire qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc le problème, c'est que cet échange se passe par les réseaux. Et donc voilà, et donc ça pourrait correspondre à ce type d'infos que si quelqu'un avec exemple, ce sont des infos qu'on envoie avec la Wi-Fi et quelqu'un arrive à les capturer, rentrer dedans les messages et modifier la partie plutôt payload où il y a les mesures. Donc au lieu de dire qu'il y a 3 cm de mur, il va dire qu'il y a 300 cm de mur. Donc à fond, accélère, t'es loin. Et donc, c'est le type de message qu'un attaquant il va essayer vraiment de tromper par rapport aux messages qu'il a. Oui, mais dans ce scénario, mais on pourrait imaginer aussi dans température, donc des capteurs qui vont mesurer l'air. Donc, la même chose ici, les modèles adversaires qu'on imagine, on imagine quelqu'un, même si ça, on pourrait imaginer que tout ça c'est protégé avec la cryptographie et tout ça c'est chiffré, mais on imagine un modèle adversaire de quelqu'un qui est capable de découvrir les clés, ou de quelqu'un qui peut faire des attaques en milieu pour vraiment capturer des messages et tromper le système. Donc, ça revient vraiment à cette modèle-là. On imagine d'un point de vue cyberattaque, on imagine le pire des modèles, le pire d'attaquants. Donc, il contrôle vraiment à la perfection toute la partie cyber. Donc, il sait comment est-ce qu'il peut tromper la PKI pour les clés, comment est-ce qu'il peut vraiment faire les chiffrements des messages. Et c'est quelqu'un qui, pas seulement il peut tromper la partie cyber, mais aussi il peut avoir un impact physique avec la modification des messages dans les réseaux. Une petite question, merci beaucoup Joachim pour la présentation. Pour moi, ce serait plutôt sur la partie watermarking. Donc, on sait que du coup, le contrôleur il va vérifier le tatouage sur les signaux pour vérifier qu'ils sont authentiques. Est-ce que ce serait possible qu'un attaquant arrive à reproduire ce tatouage? Oui, ou est-ce que c'est trop challenging? Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait possible. Et ça, je n'ai pas tout montré ici, mais l'idée dans les résultats. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas parfait. Donc ici, vraiment, on imagine qu'on ajoute des bruits et on sait que l'attaquant il peut découvrir ce bruit-là. Donc on doit changer. Donc ici on est en train de dire qu'on est en train de jouer avec un bruit gaussien, avec ces paramètres, mais les paramètres, s'ils sont tout le temps les mêmes, c'est pour ça qu'on a ce modèle d'adversaire où on imagine que l'adversaire, à la fin, il pourrait tout découvrir. Donc
c'est pas seulement dire on ajoute un bruit, on doit faire changer cette distribution des bruits, on doit faire changer les paramètres de cette distribution des bruits. Et même avec ça, on sait qu'il y aura un moment où on imagine cet adversaire avec toutes les ressources possibles. C'est pour ça, vers la fin, avec ce modèle quantique, ça veut dire aussi, on imagine un adversaire qui pourrait avoir toutes les ressources pour faire toute la partie calcul, toute la partie computation, vraiment pour découvrir. Et donc, c'est tout le temps un jeu, parce que plus on fait des tatouages pour ajouter ce défi, plus l'attaquant il peut découvrir ce défi, et chaque fois, il va se tromper beaucoup moins. Et donc, on doit jouer avec ce type de choses. Donc, c'est pour ça que les faux positifs et les faux négatifs, c'est vraiment difficile à les traiter. D'un côté, parce qu'on fait monter les faux positifs, parce qu'on doit faire les switching. Ça c'est aussi le lien avec la partie moving target. On change. Si on ne change pas, l'attaquant il va nous attraper. Donc, chaque fois qu'on essaie de changer, parce que sinon l'attaquant il va nous attraper, on va perturber le système, on va avoir un impact vers le système. Mais si on ne le fait pas, on sait qu'il aura le temps de nous attraper. Et c'est tout le temps ce jeu que c'est difficile à maîtriser. Loïc? Oui, alors, je ne suis passé par un domaine du premier, mais j'ai une question sur toutes ces méthodes-là, avec des modèles calculés, comment gérer le cycle de vie du système? Le système il évolue dans le temps. Et comment est-ce que vous gérez le fait qu'il y a un modèle calculé en instant T, une statistique? Comment vous gérez l'évolution de cette chose-là? Oui, on était sur des modèles, des architectures très statiques, etc. Et on est plus en plus sur la structure qui bouge en permanence et qui sont par définition non stationnaires, mais de manière normale. Ouais. Est-ce que c'est un sujet que vous regardez Oui, c'est une très bonne question. C'est une des choses, encore une fois, si on revient à la façon naïve, que je vous ai montré au début ici, où on a vraiment cette loupe. On pourrait imaginer qu'ici, on dit qu'on va activer la réaction. Et après, une fois qu'on active la réaction, quand est-ce qu'on va désactiver la réaction? Donc, c'est tout à fait ça. Donc, c'est quoi le coût de bascule, surtout le coût d'ajustement de la cyber à une adaptation de modèle qui rend statique? Donc, c'est pour ça, pour nous, la partie plus intéressante, c'est le fait qu'on a besoin de métriques. Et par exemple, l'un des métriques triviales qu'on imagine ici, c'est qu'on sait quantifier l'impact. On sait quantifier l'impact de faire des choses et on sait quantifier l'impact de ne pas rien faire. Et donc, par exemple, le fait de dire, OK, on a une alerte, on fait un redéploiement, on active une réaction. Et après, quand est-ce qu'on va revenir en arrière? Quand est-ce qu'on va revenir au normal? Quand est-ce qu'on arrête ces réactions? C'est pas facile. Et encore une fois, on va se baser sur des métriques. Est-ce qu'on fait ça une semaine? On revient à la normale, après on essaie de découvrir. Donc oui, on s'intéresse à ce type de choses et on revient à cette idée, clairement dans la littérature, si on regarde ça, on a tout le temps ce lien avec la théorie des jeux. Et on a 7 jeux, attaquant, défenseur, et c'est ça qui va nous aider à paramétrer. Si les métriques sont bien, si on a vraiment identifié, donc tout ça c'est valable seulement pour la partie cyber. La seule chose qu'on a fait, c'est l'adapter à la partie physique, mais ça, on peut faire ça seulement avec la partie logicielle. Mais on a besoin de bons métriques et de ces 3 paradigmes. On fait de la réaction vraiment à chaud, et c'est tout. Ou on fait ça, on laisse ça une semaine, on laisse ça 3 ans. Ça dépend les paramètres de métrique et ça va être un jeu, on peut se tromper. Du coup, j'ai une question en parfaite transition par rapport à ce que je viens de dire. Il y a 2 choses. Il y a la slide 59 sur les aspects dynamiques que je voulais comprendre. Et puis, il y a un aspect sur les aspects moving target. Il y a des choses qui se font du point de vue théorie du jeu. J'imagine que tu es jeté sur ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ces approches versus ce que vous développez donc ici, une chose que je voulais dire ici, quand j'ai mis ça exprès l'un à côté de l'autre, je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est parce que, donc, si on regarde dans la littérature, typiquement, on peut faire ça de façon à avoir détection, réaction et moving target. On pourrait se baser par exemple, on pourrait avoir tous les paramètres qu'on va utiliser dans les moving target pour déclencher la modification, déclencher la réaction du système. Ouais. Parce qu'on a un historique d'un IDS qui va nous dire exactement de quelle façon la fréquence des attaques, la fréquence de la réaction, quand est-ce que les attaques vont durer, etc. Donc, ça et ça peut être complètement disjoint, ou ça pourrait être vraiment bien lié. Parce que moving target, on a l'impression qu'on oublie complètement la partie détection-réaction, mais pas forcément. Nous, la façon qu'on voit ça, ça pourrait peut-être être l'effet de déclencher des alertes qui va nous déclencher les switches qu'on fait ici, par exemple, pour changer les configurations. D'accord, mais justement, par rapport à ce point-là, tu parles d'un threshold, et si on est dans un environnement dynamique, est-ce que c'est toujours le même threshold ou Non, ça change. Donc, ça, par exemple, c'est ici, si on regarde les résultats. Non, la même chose, on a joué avec ce fresco. Donc, ça, les frescos, c'est cette ligne qu'on avait ici. Donc, ça, on joue beaucoup avec ça, parce que ça va vraiment nous donner
les taux de faux positifs ou négatifs, qui à la fin, ça va être l'impact sur le système. Donc oui, on doit jouer avec ça. Donc, dans la plupart des approches, si on essaie vraiment de combiner moving target avec la réaction de détection, et la partie de déclencher la réaction, c'est par rapport à cette seuil, parce qu'on a détecté, on fait confiance, on fait la moyenne, on fait quelque chose. Cette threshold, ça doit évoluer. Et je pense que c'est cette synergie qu'il doit avoir entre la partie de détection, réaction et moving target pour dire, OK, on modifie des choses. Donc, c'est ça. Dans un monde parfait, c'est qu'on revient ici, ça sert tout ça à zéro. Et tout ça à zéro. 100% des fautes. C'est ça, le problème, c'est ça, on a commencé vraiment, premiers travaux, premiers résultats, c'est les résultats d'une thèse, et après on a continué à évoluer. Mais vraiment, les résultats, d'un point de vue cyber, c'est l'impression d'être vraiment merdique. Après, on va essayer de travailler ça, et la seule façon, c'est de modifier les paramètres, modifier le seuil, et combiner ça avec l'approche moving target. L'expérience, ça nous dit que les moving targets, ça va nous aider, mais on doit les mettre en lien avec la partie de détection et réaction. C'est la façon dont je vois les choses. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Je n'ai pas le visuel sur le chat. Il n'y a pas dans le chat. Ouais, Loïc. Une question, c'est peut-être que il y a des similarités avec ce qu'on fait, donc tout ce qui est reinforcement et robustesse sur les apprentissages. Peut-être qu'on est sur des mécaniques, mais justement, à la robustesse, tout ce qui est perturbation d'environnement, on va essayer de générer des perturbations vraisemblables pour améliorer la résilience locale d'un engin. Et je pense que ça pourrait être c'est des sujets qui sont d'intérêt dans l'adaptation de ce type de choses, soit en monitoring du système, soit en tant que testeur quelque part, en bascule, en parallèle. Je ne sais pas si tu comprends maintenant la question que j'avais posée la semaine dernière aux personnes qui travaillent avec toi. Quand j'ai demandé ça. On avait évoqué ça, on n'a pas eu le temps d'en discuter depuis, mais je suis convaincu qu'il y a une vraie potentialité sur ce sujet. Oui, parce que j'ai trouvé l'exposé qu'il a fait, je ne sais pas si ça s'appelle Clément. C'est Clément, oui. Clément, les liens qu'il a fait avec combiner la logique avec l'approche théorie des jeux, avec les Shapley values, vraiment pour dire que finalement, si on fait ça, est-ce qu'on peut vraiment dire, nous vraiment, on veut séparer si c'est des défaillances ou c'est des attaques, parce que c'est les attaques qui se cachent avec la défaillance, et c'est vraiment en combinant cette technique. La présentation, c'est différentes méthodes d'explicabilité d'un côté et les méthodes d'incertitude, les évaluations d'incertitude, et je pense qu'on essaie d'identifier dans toutes les méthodes la source d'incertitude dans ce trou et cause positive. Ouais. Et c'est ça. Merci. Non, c'est ça. L'autre jour, j'ai compris les liens qu'on pourrait faire. Mais par exemple, dans le cadre de ForciCam, je pense que ce type de problématique, clairement, on va s'adapter. Et c'est que nous, on appelle ici peut-être résilience par rapport à la robustesse, toute la partie qu'on a avec l'impact. Je pense que c'est clair. Il y a un petit travail de vocabulaire pour combiner le vocabulaire des différents domaines, mais les techniques sous-jacentes, je pense que bien. Peut-être une dernière question sur les aspects Digital Twin. Tu as mentionné un Digital Twin avec la 5G. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement, s'il te plaît, la place de la 5G, comment c'est vu, comment c'est traité pour le Digital Twin et donc quel rôle qu'elle joue? Oui, donc ça, c'est une thèse qui était vraiment en cours. Et ici, ce qu'on a regardé, c'était vraiment seulement une seule attaque. On a pris un CVE, on a regardé une attaque qui perturbait la partie segmentation avec un slice. Donc l'idée c'est de dire, tu fais un slice pour éviter que quelqu'un va déborder la sécurité d'un slice vers l'autre. Et finalement, on a un espèce de CVE qui essaie de montrer qu'une attaque qui démarre dans cette slice va perturber les propriétés de sécurité qui sont dans notre slice. Donc on a pris ça et on essaie seulement de mettre ça en place dans une espèce de plateforme qu'on a à Télécom Sud Paris pour la partie slicing. Et on essaie d'utiliser cette approche gestion des risques. Donc pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, si vous regardez plus ou moins le travail que CIMAP est en train de faire ici, on s'intéresse seulement pour l'instant à quantifier l'impact. Quel est l'impact de ce débordement de sécurité d'un slice vers l'autre et quel est l'impact des contre-mesures qu'on pourrait faire pour éviter ça. Est-ce que si jamais, par exemple, si jamais on laisse faire l'attaque, l'impact il est inférieur à nous, peut-être coupé, et tout le monde va perdre la connectivité dans cette slide. Peut-être on ne peut pas assurer tous les agreements qu'on avait fait dans les slides, etc. Donc on essaie de jouer avec ça et voir ce que ça donne. C'est plus clair, pardon. Merci beaucoup.
Mais on a des papiers, des choses qui sont bientôt en train de sortir. Je suis preneur quand ils sont en public. Très bien. Bah, merci encore, Joachim, pour ton excellent talk. Merci à tous d'avoir pris le temps d'assister au séminaire Systemix et puis rendez-vous au prochain, je pense au mois de septembre.